Joseph-Désiré Mobutu, le prédateur du Zaïre, par Jean-Pierre Langelier. Pendant près de 32 ans, de 1965 à 1997, Joseph-Désiré Mobutu règne d'une main de fer sur l'ancien Congo belge, rebaptisé Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Il impose une dictature féroce, alliant crimes de sang, corruption et pillage éhonté des richesses nationales. L'homme à la toque de léopard joue pendant la guerre froide un rôle stratégique, en promouvant son pays comme rempart du communisme en Afrique. Lâché par l'Occident après la chute du mur de Berlin, l'allié devenu gêneur est contraint de fuir son pays en catastrophe avant de mourir en exil. En 1940, au cœur de l'Afrique, le jeune Joseph Désiré marche en forêt à côté de son grand-père lorsque surgit un léopard prêt à l'attaque. Âgé de 10 ans, l'enfant se réfugie, effrayé, dans les bras de l'aïeul, qui maugrait « Tu n'es pas un homme ». Vexé, le garçonnet se ressaisit, jette sa lance au front du fauve qui recule, gravement blessé. Il scelle ensuite son triomphe en allant récupérer l'arme plantée dans l'animal et ajoute à l'adresse du vieux, ravi de l'audace « Je crois que maintenant, je n'aurai plus peur de rien ». Ce glorieux exploit de jeunesse, sans doute apocryphe, est le premier temps fort d'une biographie illustrée fort immodeste que le dictateur fera diffuser massivement dans les villages du Zaïre en 1977, à l'apogée de son règne. Cette longue bande dessinée égrène ses exploits guerriers, ses intuitions politiques et ses vertus morales. Intelligence, puissance, courage, les attributs prêtés aux meneurs d'hommes sont aussi ceux du léopard auquel Mobutu n'aura de cesse de s'identifier. Pendant 30 ans, il s'affichera en public coiffé de la peau du fauve. Manière de signifier à chacun, comme le dit un proverbe d'Afrique, que sur, ou sous, la peau du léopard, il n'y a pas place pour deux chefs. Adversaires et victimes du despote ajouteront que le félin tacheté survit surtout grâce à ses ruses, trahisons et cruautés. Né de père inconnu. Le futur grand léopard voit le jour le 14 octobre 1930 à Lisala, bourgade blottie dans la courbe du fleuve Congo. Ses parents appartiennent à l'ethnie des Bandits, l'une des plus petites parmi les quelques 250 du Congo belge d'alors. La mère, Marie-Madeleine Yemo, dite Mama Yemo, indigente et enceinte, épouse un cuisinier, Albéric Bemani, 2 mois avant la naissance de Mobutu. L'enfant est élevé par son grand-père et son grand-oncle qui lui donne son nom, Mobutu, poussière en langue bandit. Un tel patronyme remémorera sans cesse à celui qui le porte l'humilité de ses origines. Devenu président tout-puissant, Mobutu prolongera son nom de 2 syllabes plus louangeuses, Sese Seko, l'Éternel. Ce vaniteux ajout ne suffira pas à cicatriser la blessure initiale, être né de père inconnu. Très tôt, dans ces années 1930, la vie offre au petit Joseph Désiré sa première chance. La femme du juge belge qui emploie son père, Madame Delcourt, sans enfant, se prend d'affection pour lui. Elle lui apprend à compter, parler, écrire et lire en bon français. Pour le garçon, cette femme est une providence, et le lien qu'elle noue avec lui déterminant pour son éducation. Lorsque son père meurt, Joseph Désiré n'a pas 8 ans. Mama Yemo, sans ressources, se réfugie avec ses 4 gamins à Kawele, son village natal, à 2 pas de la Centrafrique et à quelques kilomètres du Gbadolité, petite localité où était né son mari et où Mobutu se fera construire, 30 ans plus tard, au faîte de sa gloire, 2 luxueux palais. La petite famille vivra des années d'errance dans la région. Hâbleur, bagarreur et fugueur, Mobutu découvre les rigueurs de l'internat chez les missionnaires. Renvoyé de l'école chrétienne de Kokilatville, futur Mbandaka, on l'enrôle d'office en février 1950 dans l'armée coloniale pour 7 ans. Admis à l'école centrale du Lulwagbourg, aujourd'hui Kananga, il suit avec succès des cours par correspondance. En janvier 1953, il quitte l'école 2e de sa promotion avec en poche son diplôme de secrétaire comptable dactylo. À Léopoldville, la capitale, il se montre travailleur et compétent. Promu sergent, grade suprême accessible aux indigènes, il se marie civilement avec Marie-Antoinette Biaténé, 14 ans et de 11 ans sa cadette, et rêve de journalisme. Pendant 3 ans, d'avril 1956 à mars 1959, le futur dictateur va vivre de sa plume. Le quotidien L'Avenir, laïque et libéral, lance un supplément hebdomadaire, Actualités africaines, entièrement rédigé par des Congolais. Il recrute le jeune homme qui, très bien informé, raconte, souvent avec humour, les 1000 petits faits divers de la vie quotidienne à Léo, dans une chronique hebdomadaire dont il a la charge. La cité sans voile. Puis il s'élève d'un cran, publiant des papiers nobles, articles de fond et éditoriaux au fil desquels il pose en nationaliste et en démocrate. En juin 1958, il découvre la Belgique, comme journaliste, à l'occasion de l'exposition universelle.
À son retour au pays, il est promu rédacteur en chef de son journal. Homme d'influence dans sa profession, Mobutu fréquente les leaders du nationalisme congolais. Le plus brillant d'entre eux devient son ami, Patrice Lumumba. Joseph et Patrice. Les deux hommes ont brièvement lié connaissance en 1956 dans les locaux d'Actualités africaines. Employé des postes locaux à Stanleyville, futur Kisangani, Lumumba est, peu après, incarcéré pour détournement de fonds et faux en écriture. Transféré à Léo, il lit en prison les articles de Mobutu, qu'il apprécie. Lumumba et son nouvel ami partagent certaines idées. N'appartenant ni l'un ni l'autre à une ethnie dominante, ils souhaitent un Congo fort, uni, à même de résister aux ingérences étrangères. Le 28 décembre 1958, lors d'un meeting, Lumumba, avec sa haute taille, ses longs bras maigres et son magnétisme, enfièvre la foule qui, pour la première fois, scande le mot magique « Dipenda, Dipenda », une déformation en lingala du mot « indépendance ». Ce jour-là, Mobutu adhère au mouvement national congolais, le MNC, fondé par Lumumba. À la suite d'une grave émeute à Léopoldville, le 4 janvier 1959, l'histoire s'accélère. Le roi Baudouin prend de vitesse le gouvernement et promet l'indépendance au Congo. Des négociations s'annoncent. Grâce à une bourse, Mobutu s'installe à Bruxelles comme représentant officiel d'Actualités africaines et dit au revoir à ses chers amis lecteurs. Pendant des mois, le pouvoir belge tergiverse, paralysé par ses propres divisions et par l'hostilité des Blancs du Congo à une émancipation rapide de la colonie. Puis l'histoire galope à nouveau. En janvier 1960, une table ronde se tient à Bruxelles, en présence de tous les ténors congolais. Politiquement, la Belgique lâche tout. L'indépendance est fixée au 30 juin. Lumumba et Mobutu ont noué une relation amicale complexe, faite d'intérêts mutuels et d'idéaux partagés. Lumumba a confiance en Mobutu, tout en sachant que l'ancien journaliste a aussi exercé le métier accessoire d'indic pour la police coloniale. En retour, Mobutu admire Lumumba, qu'il a initié à la politique active. Ce dernier rentre au Congo pour préparer les élections. Mobutu reste à Bruxelles pour représenter le MNC lors d'une nouvelle table ronde économique et financière. Sous ses manières affables, derrière son regard souriant, encadré d'épaisses lunettes, perce déjà un Rastignac des tropiques. Les élections donnent une nette victoire au parti nationaliste. Le MNC et ses alliés arrivent en tête. Tout gouvernement sera forcément une coalition. Chef de l'ethnie des Bas-Congo, majoritaire dans la capitale et principal leader politique d'alors, Joseph Kasavubu devient président. Lumumba Premier ministre. Mobutu est nommé secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Ce poste fait de lui un proche conseiller et confident de Lumumba. Pour l'heureux promu, une nouvelle vie commence. Très vite, entre Lumumba et Mobutu, la défiance s'installe. Le Premier ministre a déçu son ami en prononçant, le jour de l'indépendance, un discours anti-belge, délibérément provocateur, devant le roi Baudouin, hôte d'honneur des cérémonies. Lumumba, de son côté, a pris ses distances avec son encombrant adjoint. Mais le tandem se serre les coudes dans l'urgence face à une mutinerie qui secoue l'armée. Les soldats sous-payés en veulent autant à Lumumba, également ministre de la Défense, qu'aux officiers blancs restés en fonction et qui les maltraitent. Le 8 juillet, Lumumba lance à Mobutu. « Joseph, tu as été militaire, débrouille-toi. Tu vas chercher l'uniforme d'un colonel. On va te nommer chef d'état-major. » Voilà le réserviste Mobutu, seul ministre pourvu d'une petite expérience de soldat, propulsé numéro 2 de l'armée. Il se dépensera sans compter pour tenter d'apaiser les soldats. Lumumba, mort sans sépulture. Le 11 juillet survient un événement capital. Moïse Tshombe, président du gouvernement provincial, proclame l'indépendance du riche Katanga, avec l'appui d'officiers et de conseillers belges. L'ONU choisit d'intervenir. Elle déploiera jusqu'à 20 000 casques bleus au Congo et y restera jusqu'au 30 juin 1964. Le 9 août, le sud du Kasaï, la province du Diamant, fait à son tour sécession. Bien que leurs relations s'aigrisent toujours plus, Lumumba et Mobutu, agissant une dernière fois ensemble, décident de mater les deux sécessions. Exploitant la rivalité naissante entre Kasavubu et Lumumba, qui lui ordonne tour à tour d'arrêter leur rival, Mobutu réussit, le 14 septembre, son premier coup d'État en neutralisant les deux leaders placés en résidence surveillée. Il donne 48 heures à l'ambassadeur soviétique pour quitter le pays. Le lendemain, le nom de l'ancien sergent apparaît pour la première fois dans les journaux étrangers. En lettres capitales, il fait ainsi son entrée sur la scène mondiale. Il ne la quittera plus pendant 37 ans. L'opération de Mobutu n'est pas improvisée. Il l'a froidement mûrie avec la complicité de la CIA. Il installe un gouvernement de jeunes universitaires qu'il contrôle à sa guise et s'échine à reprendre l'armée en main. Au fil de l'été et de l'automne 1960,
Lumumba est devenu successivement l'homme à neutraliser, puis à écarter, enfin à abattre. Trop d'acteurs de la scène congolaise veulent d'autant plus en finir avec lui qu'il reste légitime aux yeux de la majorité des parlementaires et adulé d'une large partie du peuple. Ses ennemis, nombreux et épars, sont ses rivaux à Léopoldville, rebaptisé Kinshasa, ses adversaires au Kasaï et au Katanga, l'Église, enfin la CIA et les Belges omniprésents en coulisses. Chacun a ses raisons de vouloir la chute de Lumumba, mais à cette époque d'intense guerre froide, tous portent sur lui le même regard manichéen. Ils voient dans ce nationaliste sincère et exalté au mieux un instrument, au pire un allié, du communisme international impatient de s'implanter en Afrique. Rattrapé le 2 décembre, après une tentative d'évasion, le Premier ministre est battu, ligoté, jeté dans un hélicoptère et transféré dans un camp militaire. Un événement incite les nombreux comploteurs à en finir avec lui, l'imminente installation à la Maison-Blanche, le 20 janvier, de John Fitzgerald Kennedy. Ne dit-on pas que le jeune président élu envisage de favoriser la libération de Lumumba ? À Bruxelles, on décide de le livrer aux partisans de son pire ennemi, Tshombe. Personnage à la fois résolument pro-occidental et hostile au nationalisme centralisateur du Premier ministre, Mobutu, informé, joue les Ponce Pilate. Le 17 janvier 1961, à Elisabethville, capitale du Katanga, la tour de contrôle est avertie de l'arrivée du colis précieux. Lumumba est exécuté le soir même en présence de Tshombe et de 4 Belges. Mobutu n'assumera jamais la moindre responsabilité morale dans ce drame. Il proclamera plus tard Lumumba héros national avec le plus grand cynisme. Une seule chose compte, il aurait pu sauver son ancien protecteur, il ne l'a pas fait. Et de ce meurtre fondateur, il ne reste ni corps ni sépulture. Son tombeur a désormais les mains libres et tachées de sang. L'ami de la CIA. L'assassinat de Lumumba clôt le premier cycle, qui a duré à peine plus de 6 mois, chaotique et sanglant, de l'histoire du jeune Congo indépendant. Il en annonce un autre, plus long, près de 5 ans, et surtout infiniment plus anarchique et violent, au cours duquel les Congolais périront par centaines de milliers. Une période où le seul mot de congolisation finira par résumer tous les maux générés par un état de guerre civile quasi permanent, lutte de pouvoir, affrontements tribaux, massacres, répression, misère villageoise. De cette époque date le renforcement des liens étroits de Mobutu, devenu chef de l'armée et général, avec les services secrets américains. Il les resserre lors d'une première visite aux États-Unis en 1963. Kennedy le reçoit à la Maison-Blanche. Cette même année, le nouvel homme fort décroche un brevet de parachutisme en Israël et saute en mer au large de Haïfa. Il a pour principal souci de remettre en ordre et de moderniser son armée afin d'écraser les rébellions qui ensanglantent le Congo. La pire d'entre elles est conduite par Pierre Moulélé, un ancien ministre de Lumumba devenu l'ennemi mortel de Mobutu. L'ardeur au combat des mulélistes, qui se font appeler Simba, lion en swahili, est attisée par les sorciers. On leur donne des gris-gris qu'ils portent autour du cou ou du poignet, censés faire plier les fusils de l'ennemi et fondre leurs balles en eau. Ils sèment la terreur dans les villages et font fuir les soldats. En juin 64, Mobutu, dont chacun reconnaît le courage physique, parvient à dégager avec quelques hommes un pont stratégique à Kamanyola, dans la province du Kivu. Cet épisode glorieux, évoquant le pont d'Arcole, forgera sa légende. En novembre 1964, la folie criminelle des Simba se déchaîne à Stanleyville. La reprise de la ville par des para-belges et des mercenaires clôt le pire chapitre de l'histoire du jeune État. C'est l'époque où les montagnes de l'Est abritent pendant 7 mois, d'avril à novembre 1965, un prestigieux guerriero, Che Guevara en personne. Il quittera le Congo, malade et dépité par le manque d'ardeur au combat de ses ouailles africaines. Mobutu, bientôt promu lieutenant général, se sent plus fort que jamais. Acteur secondaire, mais grand bénéficiaire de la guerre froide, il devient l'allié privilégié de l'Occident au cœur de cette Afrique convoitée par les Rouges. Pendant 25 ans, présidents, généraux, espions et banquiers occidentaux verront en lui un indispensable rempart contre le communisme. Nul ne fera rien pour freiner ses excès. Le 24 novembre 1965, il prend tous les pouvoirs, destitue le président Kasavubu, suspend la Constitution et dissout le Parlement. Pas un coup de feu n'est tiré. Mobutu précise à la presse qu'il est président pour 5 ans, ajoutant « La course au pouvoir est finie ». À 35 ans, il vient d'accomplir l'acte le plus important de sa carrière. Son destin est scellé, et, avec lui, celui du Congo. Mobutu se retrouve à la tête d'un vaste pays aux richesses potentielles fabuleuses, souvent décrit comme un scandale géologique, en raison des richesses minières que recèle le sous-sol de cet énorme morceau d'Afrique, grand comme près de 5 fois la France. Cuivre,
cobalt, diamants et tout un éventail de métaux précieux de haute valeur stratégique. Coiffé bientôt de son éternelle toque de léopard, le général président rayonne d'assurance et d'énergie. Il choisit de parler vrai, avec une franchise qui étonne et ravit ses auditoires. Il impose un style oratoire fait de mots d'ordre et de formules à l'emporte-pièce, qu'il déclame de sa voix grave, lente et forte, tâtée d'un lourd accent belge. Fringant, enthousiaste et féroce, il est un concentré d'arrogance et de vanité. Grisé par sa nouvelle toute-puissance, il commence à parler de lui-même à la troisième personne. Les pendus de la Pentecôte. Violence, ruse et mensonge consolident la dictature du grand léopard. En 1966, le jour de la Pentecôte, Mobutu piège dans une machination diabolique l'ex-chef du gouvernement, Évariste Kimba, et 3 de ses ministres. Condamnés à mort le lendemain par un tribunal militaire d'exception, à l'issue d'une caricature de procès expédiée en 1h30, ils sont pendus en public, à Kinshasa, 2 jours plus tard, le 2 juin, devant 300 000 personnes. La foule écoute les victimes encagoulées prononcer leurs ultimes prières face au bourreau. Le Congo a vécu 1000 drames depuis 1960, mais c'est la première fois qu'on y exécute des hommes politiques. En effrayant les esprits et les cœurs, sans crainte de profaner une fête chrétienne dans ce pays très catholique, il fait savoir qu'il a pouvoir de vie ou de mort sur chacun. Ce message s'adresse à tous, politiciens, militaires, intellectuels, militants et menus peuples. Par cet acte aussi cruel que spectaculaire, il fait taire l'opposition pour longtemps. Mobutu, qui a lu et relu Le Prince de Machiavel, c'est l'un de mes livres préférés, confie-t-il à son vieil ami Larry Devlin, chef d'antenne de la CIA à Kinshasa, se vantera d'être aimé de son peuple. Il en sera surtout craint. Lumumba mort, Kasavubu confiné dans son village, Moïse Tshombe demeure l'ultime rival du général président. Le dernier à ses yeux, un homme à abattre. Avec l'aide de la CIA, Mobutu lui tend un piège dans lequel il tombe imprudemment. Kidnappé en plein vol en juin 1967, Tshombe est emprisonné à Alger, où il mourra 2 ans plus tard, dans des conditions restées mystérieuses. En octobre 1968, Mobutu se débarrasse enfin de Moulélé, en lui faisant miroiter une réconciliation à la faveur d'une amnistie générale. Réfugié à Brazzaville, épuisé, isolé, l'ancien chef rebelle accepte de traverser le fleuve et se rallie au régime. Le champagne de la réconciliation coule à flot avant que Moulélé, conduit dans un camp militaire à Kinshasa, ne soit torturé à mort. Justin Bomboko, ministre des Affaires étrangères de Mobutu, racontera plus tard l'horreur de sa fin. Vivant, on lui a arraché les oreilles, coupé le nez, tiré les yeux des orbites pour les jeter à terre. On lui a arraché les organes génitaux. Toujours vivant, on lui a amputé les bras, puis les jambes. Les restes humains ont été noués dans un sac et immergés dans le fleuve. Cadavre au fil de l'eau. Dans son roman « À la courbe du fleuve », sur lequel plane l'ombre menaçante du grand homme, jamais nommé, en l'occurrence Mobutu, le défunt prix Nobel Naipaul écrit « La brousse étouffait le bruit des assassinats et les rivières boueuses lavaient le sang répandu. Au Congo, devenu Zaïre, ces images littéraires reflètent une sinistre réalité. Combien de cadavres ont fini au fond de l'eau, en 32 ans de dictature? Dans le film documentaire de Thierry Michel, Mobutu, roi du Zaïre, et dans un livre, L'Abattoir, Pierre Yambouya, pilote d'hélicoptère, raconte avoir participé contre son gré, entre 1978 et 1984, à des missions nocturnes très spéciales. Le largage par-dessus bord de dizaines d'hommes, militaires ou civils, morts ou vivants. Il témoigne devant une caméra sur les lieux de ses basses œuvres. J'atterrissais ici pour venir chercher les prisonniers assassinés. Les cadavres des gens exécutés par les services secrets étaient gardés là-bas. Ils étaient emballés dans des bâches. On les larguait au-dessus du fleuve. Après chaque vol de nuit, les gardes de Mobutu nettoyaient avec soin l'hélicoptère pour effacer la moindre trace de sang. Mobutu règne par la violence. La peur est, avec l'argent, l'un des grands composants de sa longévité. Il lui arrive de molester en public tel ministre ou conseiller. Nombre de Zaïrois sont convaincus que le dictateur est à l'origine de la mort de sa première épouse en 1977. Il l'aurait violemment frappée dans un excès d'orage, après qu'elle lui eut conseillé de démissionner. L'affaire entra longtemps Mobutu, au point qu'il l'obligera, bien plus tard, un médecin militaire, Victor Ilanga, à comparaître devant le congrès du parti unique pour qu'il l'innocente solennellement. « Ai-je tué ma femme ?» lui demandera-t-il abruptement. « Oh non, patron !» répondra le médecin. Que pouvait-il dire d'autre? Massacre et fausse commune. Mobutu n'est pas un vil tortionnaire, il tue par procuration et organise les meurtres en niant toute responsabilité.
Pour sceller le sort d'un homme injustement accusé par une lettre anonyme, il lui suffit d'ajouter une annotation aussi brève que fatale. Faites disparaître. Il n'hésite pas à séduire les femmes de ses collaborateurs, ministres ou généraux, et de ses rivaux, pour mieux les affaiblir. Pendant 3 décennies, Mobutu sera la cible d'Amnesty International, dans ses accablants rapports annuels sur les violations des droits de l'homme au Congo-Zaïre. Arrestations sans mandat, détention sans jugement, relégation en brousse, simulacre d'exécution, torture en tout genre, procès iniques, expéditifs et à huis clos, disparition mystérieuse d'opposants, répression sanglante des protestations de rue, des grèves ou des manifestations, massacres collectifs de villageois, faux complots, purges dans l'administration ou dans l'armée, etc. En 1969, la troupe ouvre le feu sur le campus de Lovanium, l'université de la capitale. On jette les cadavres dans une fosse commune. En 1971, l'université est à nouveau fermée. Ces 2000 étudiants sont enrôlés dans l'armée pour un service de 2 ans où, selon la télé nationale, ils apprennent à obéir et à fermer leur gueule. En 1978, 8 jeunes officiers et 5 civils sont passés par les armes pour avoir prétendument comploté contre le régime. En 1990, un commando débarque de nuit sur le campus de Lubumbashi, ex-Elisabethville, pour massacrer les jeunes jugés hostiles au pouvoir. Des étudiants sont égorgés, jetés par les fenêtres, des filles violées. Les victimes se comptent par dizaines. Le dimanche 16 février 1992, à l'appel de l'église, 1 million de manifestants défilent dans les grandes villes du pays en réclamant la démocratie. Ils chantent, crient des slogans, agitent des branchages, s'assoient face aux barrages militaires. À Kinshasa, cette marche de l'espoir tourne au carnage. Les soldats utilisent des gaz lacrymogènes, du napalm et tirent dans la foule. Bilan de la répression, au moins 35 morts. Toutes ces basses œuvres n'empêchent pas Mobutu, notamment dans la première partie de son règne, d'être reçu avec les honneurs, voire couvert d'éloges, par tous les grands de ce monde. De Gaulle, Elisabeth II, Richard Nixon, l'empereur du Japon, Nasser, Indira Gandhi, le roi Baudouin, Mao, par 2 fois. Président et Premier ministre français, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Raymond Barre, chantent ses louanges, quand il ne dédaigne pas son hospitalité dans sa luxueuse villa de la Côte d'Azur. Pour Mobutu, l'armée est un instrument politique qui lui est entièrement dévoué. Avant 1965, il en avait fait l'assise et le tremplin de son futur pouvoir. Devenu président, elle est l'outil de sa survie. Son rôle central la rend cependant dangereuse à ses yeux, éternellement suspecte. Tous ses efforts pour la contrôler, la diviser ou la manipuler. La division spéciale présidentielle, la DSP, fer de lance et bouclier du régime, proclame sa loyauté à Mobutu et à lui seul. Chacun de ces 15 000 hommes jure fidélité au président fondateur. « Oyez, nous t'avons choisi, nous n'avons choisi que toi. » Ce serment ne s'adresse ni à la République, ni à ses institutions. En échange, Mobutu veille à ce que la DSP ne manque de rien. Ce n'est pas le cas pour le reste de l'armée, environ 50 000 hommes. Au fil des ans, il néglige gravement l'institution qui l'a fait roi. Les soldats, hommes de troupe ou sous-officiers, sont outrageusement mal payés. L'armée se sous-prolétarise, rançonne les civils pour survivre et devient le lieu de tous les trafics. Les services de sécurité, eux, fonctionnent parfaitement. Mobutu y veille d'autant plus qu'il cède souvent à la paranoïa. L'ensemble du dispositif repose sur un réseau efficace d'informateurs nationaux ou étrangers, dont certains émargent au budget de la présidence et qui agissent en liaison avec les services amis, CIA en tête. À bas le costume. Mobutu a pour principal instrument d'encadrement et de contrôle de la population le mouvement populaire de la Révolution, le MPR, parti unique, parti État, fondé en 1967. Tout citoyen en est décrété membre, de gré ou de force, y compris, selon un mot d'ordre officiel, les ancêtres et les fœtus. Mobutu tranche. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous pratiquons la juxtaposition. Il se veut l'héritier des rois bantous, qui dirigeaient jadis les États de la savane. Citez-moi chez nous, demande-t-il, un seul village où il y ait 2 chefs. Et le respect du chef, ajoute-t-il, c'est sacré. Critiquer son chef, peut-on lire dans les couloirs de certaines administrations, c'est briser les chaînes de sa promotion. À bon entendeur. Au début des années 70, Mobutu veut une doctrine qui porterait sa marque et le glorifierait aux yeux du monde. Ce sera l'authenticité. Il souhaite que le peuple renoue fièrement avec ses racines africaines et puise sa force dans sa propre identité et ses traditions ancestrales. Le Léopard propose à ses compatriotes une révolution culturelle, une opération salubre de désaliénation mentale, qui rencontre alors, chez beaucoup, un écho favorable dans un contexte marqué par la décolonisation.
La monnaie, dès 1967, puis le pays et le fleuve, en 1971, sont rebaptisés Zaïre, les 3 Z. Décision étrange car Congo était un mot africain, alors que Zaïre semble venir de la déformation portugaise d'un vocable local désignant le fleuve qui avale toutes les rivières. Les Zaïrois ne s'appellent plus monsieur, mais citoyens. Mobutu propose l'abacoste, néologisme pour abat le costume, une veste tunique fermée jusqu'au col. Chaque citoyen et citoyenne doit porter un nom typiquement zaïrois et ajouter à son nom initial un ou plusieurs noms de ses ancêtres. Le président rallonge son patronyme. Mobutu Sese Seko Kuku Benda Rwazabanga, soit, en langue bandi, le guerrier tout-puissant qui laisse le feu sur son passage et qui va de conquête en conquête sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Pourtant, c'est un piètre stratège militaire qui doit son salut aux forces étrangères venues à chaque fois à sa rescousse, depuis les rébellions des années 60 jusqu'aux 2 guerres du Shaba, l'ancien Katanga, en 1977 et 1978. Lors de la seconde, pour sauver son régime face aux envahisseurs venus d'Angola, Valéry Giscard d'Estaing envoie les paras français à Kolwezi, au cœur de la région minière livrée à la violence et au chaos. Prédateur en chef. La tradition justifie tous les abus. La glorification du chef atteint des sommets jamais vus jusque-là en terre africaine. Le guide suprême, bouffi d'orgueil, exalte à l'infini le culte de sa personne. Grisé de pouvoir, il se prend pour un demi-dieu. Chaque soir, avant le bulletin d'information télévisé, son visage apparaît au milieu des nuages, comme une figure céleste. Dans des stades remplis, les foules vêtues à l'effigie de Mobutu lui souhaitent une vie éternelle sur un air de rumba. Il aimerait qu'on parle beaucoup plus du Zaïre, et en bien. Il y parvient, fugitivement, le 30 octobre 1974, jour où, dans le stade de Kinshasa, les boxeurs George Foreman, 25 ans, champion du monde catégorie poids lourd, et Mohamed Ali, alias Cassius Clay, 32 ans, livrent en nocturne le combat du siècle, aux frais du pays d'accueil. Il est un peu plus de 4 heures du matin lorsque les 2 boxeurs montent sur le ring, au milieu du terrain de football, devant plusieurs dizaines de milliers de Zaïrois, rassemblés sur les gradins du stade, que domine un vaste portrait de Mobutu. Le duel est retransmis par satellite à destination des États-Unis. À l'heure de la meilleure écoute, d'où son horaire inhabituel en pleine nuit africaine. Mohamed Ali l'emportera, au grand plaisir du public, qui le soutient massivement. L'événement coûtera aux Zaïre au final plus de 10 millions de dollars. L'argent est le carburant du mobutisme. Le guide achète, au sens fort du terme, l'élite politique. Il gave ses partisans de largesse pour les tenir en laisse. Servir et non se servir, exhorte un célèbre slogan que chacun renverse à l'instar du président. D'emblée, Mobutu se sert sans vergogne. Prédateur en chef, il fait de son pays une kleptocratie, confond les caisses de l'État avec les siennes et justifie l'image que Bernard Kouchner donne un jour de lui. Compte en banque, ambulant, coiffé d'un bonnet de léopard. Il favorise outrageusement sa région natale, son clan, sa famille, dont 2 épouses, 2 concubines, une 50aine d'enfants reconnus et naturels dans les années 1980. Sa fortune culmine à 4 milliards de dollars. Il est l'un des hommes les plus riches du monde et sans vente. À sa mort, il possédera 20 luxueuses propriétés, dont 9 en Belgique, la Villa Del Mar à Roquebrune-Cap-Martin et sa résidence portugaise dont la cave recèle 11 000 bouteilles de Grand Cru. Sans oublier son Versailles dans la jungle, le somptueux palais de Guadolité, en pleine forêt équatoriale à plus de 1000 km au nord de Kinshasa. Une débauche de marbre, de miroirs, de meubles précieux et de tapisseries, le tout importé par avion spécial. Pendant 30 ans, Mobutu pille consciencieusement son pays pour satisfaire ses besoins faramineux. Il met en place un système de captation de fonds. Il détourne l'aide étrangère, oblige les sociétés minières, dont l'entreprise d'État Gécamine, cuivre, or, cobalt, à virer leurs recettes sur des comptes spéciaux. Même chose pour les diamants, le café et l'import-export. Sa capacité à corrompre est sans limite. Pour durer, il redistribue énormément. Il achète la loyauté des siens, la passivité des adversaires, le silence des autres. Impuni, la corruption gangrène l'État, à commencer par l'armée. Les généraux se paient sur la bête et la soldatesque rançonne le petit peuple. Au royaume du Matabiche, le pot de vin, Mobutu pratique la politique du ventre. En descendant le long de l'échelle sociale, la corruption permet à chacun de manger et d'apaiser le mécontentement, mais contribue, en fin de compte, à exacerber les inégalités. Le Matabiche est l'application concrète dans la vie quotidienne de l'article 15, précepte Gavroche d'une constitution imaginaire, que l'homme de la rue résume d'un air entendu en 2 mots. Débrouille-toi. Autrement dit, le système des Zaïrois. Un allié devenu gêneur.
Avec l'âge, Mobutu cède au désenchantement. Son caractère s'assombrit. Il est plus souvent las, solitaire, irritable. Se sait-il déjà atteint du cancer de la prostate qui finira par le vaincre? La chute du mur de Berlin et le vent de démocratie qui souffle sur l'Afrique l'incitent à lâcher du lest. Trop peu, trop tard. Il rétablit le multipartisme en avril 1990. Après un quart de siècle de pouvoir absolu, commence cette année chaotique. La conférence nationale souveraine, qui s'ouvre à Kinshasa en avril 1991, se transforme en tribunal populaire contre le régime. Dans les rues on crie « À bas le dictateur, Mobutu voleur !» sans que le principal intéressé ne réagisse. Chacun se dit que le grand léopard a perdu ses griffes. De fait, Mobutu règne encore, mais ne gouverne plus. Il passe de plus en plus de temps loin de Kinshasa, qui le vilipende. À bord de son yacht de luxe, le Kamanyola, aménagé en présidence flottante, puis à Gbadolité. Il devient presque invisible, sauf pour le dernier carré de ses fidèles. Au début des années 90, le monde bascule en sa défaveur. L'Afrique, disait-on hier, a la forme d'un revolver dont le Zaïre est la gâchette. Mobutu aimait s'approprier cette phrase de Frantz Fanon, en oubliant d'en citer l'auteur. Mais la guerre froide a vécu, et l'on a remisé le pistolet africain dans son étui. Mobutu ne peut plus exploiter sa rente géostratégique, monnayer son rôle de meilleur ennemi du communisme ou tabler sur la complaisance honteuse de l'Occident. Il était un allié indispensable, il devient un gêneur. En 1993, Washington, Bruxelles et Paris le somment de céder la place à l'opposition. Il refuse tout net. Son destin se scellera dans le petit Rwanda voisin, après le génocide de 1994, où ont péri 800 000 Tutsis et Hutus modérés. Alliés au nouveau pouvoir installé à Kigali, des rebelles Tutsis du Zaïre s'emparent en octobre 1996 de Goma, la capitale du Kivu. Plus d'1 million de Rwandais Hutus, réfugiés au Zaïre, quittent leur camp et s'enfuient dans les savanes et les forêts. Le chef rebelle, Laurent-Désiré Kabila, forte stature et crâne lisse, est un vieil adversaire marxiste de Mobutu à la rancune tenace, converti à divers trafics qui l'ont enrichi. Au fil des semaines, les rebelles progressent sans effort, l'armée s'évapore, le régime s'écroule. Mais nul n'est dupe. Kabila est une figure de proue mise en avant par les véritables tombeurs de Mobutu. L'homme fort et futur président du Rwanda, Paul Kagame, et le chef d'État ougandais, Yoweri Museveni. Tous deux sont Tutsis. Le premier n'a jamais pardonné à Mobutu d'avoir soutenu son prédécesseur Hutu. Ces soldats sont le fer de lance de la rébellion. Le second, cerveau de la guerre, rêve d'imposer son leadership en Afrique centrale avec le soutien des États-Unis, qui le chouchoutent. Ici réside le facteur clé de l'opération, l'engagement de Washington. L'administration Clinton, apprendra-t-on plus tard, a mis au point dès la fin de 1995 un scénario pour renverser Mobutu. Des conseillers américains ont entraîné les troupes de Kagame. Certains participent à l'invasion, 2 d'entre eux sont même tués. Bill Clinton avait eu, à propos de Mobutu, cette réflexion agacée. Quand j'étais étudiant, il était président. Quand j'étais gouverneur, il était encore président. Aujourd'hui, je suis président et il est toujours président. La chute et l'exil. Le dictateur assiste, impuissant, à sa propre fin. Au dernier jour, à Kinshasa, ses généraux abdiquent et s'enfuient ou trahissent ouvertement. Le 16 mai 1997, Mobutu et sa famille filent en convoi vers l'aéroport par une route inhabituelle de crainte d'un attentat. Pour cette même raison, leur avion s'envole vers Gbadolité en suivant une trajectoire inédite. À l'arrivée, le répit est court. Des soldats mutins, apprenant l'arrivée du président, volent sa peau. À l'aube du 18 mai, la Mercedes de Mobutu s'engouffre dans le ventre d'un Ilyushin, seul avion disponible. Mobutu sera incapable d'en sortir pendant le vol. Arrivés à l'aéroport, les mutins tirent à la Kalachnikov sur l'appareil qui s'élève poussivement. On découvrira plus tard 6 impacts de balles sur une aile. Après 5 jours d'attente au Togo, les fuyards échouent au Maroc le 23 mai. Mobutu expire un peu plus de 100 jours plus tard, le 7 septembre 1997, à l'âge de 66 ans. Exsangue, vidé par les hémorragies, il pèse à peine 40 kilos. La famille l'inhume dans un modeste tombeau en forme de chapelle au cimetière européen de Rabat, réservé aux non-musulmans. Une sépulture presque anonyme que seules 3 lettres entrelacées sur la pierre permettent d'identifier. MSS, les initiales posthumes du défunt. À l'heure de sa gloire, Mobutu répétait volontiers « On ne dira jamais de moi, voilà l'ex-président du Zaïre, mais Siji Mobutu, président du Zaïre. » Ex-président, il vit ici depuis 24 ans. Mobutu n'est pas mort au pouvoir, il n'est pas mort dans son pays. Double affront du destin, et nul ne sait si ses ossements reposeront un jour sur cette terre où, selon la tradition bantoue, l'attendent ses ancêtres.